Bien, c'est parti, j'imagine, c'est parti, c'est parfait. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, François Renaud pour ce nouveau rendez-vous du Français des affaires, hein. Bonjour François. Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. François qui est un expert des diplômes de français professionnel, voilà. Alors nous avions, envie, puisque bon, la rentrée, ça y est passée, les vacances aussi. On a peut-être un peu besoin, comme les candidats, comme les étudiants, comme les lycéens, de réviser. Alors on avait envie aujourd'hui de réviser avec vous, les consignes, ce que doivent faire, les responsables des diplômes de français professionnel et les responsabilités également des examinateurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais jouer le rôle De de la, la responsable d'un nouveau centre. ou de l'examinatrice. Voilà, mais je vais commencer par être responsable et je vais demander à François si ce que je fais est correct. Voilà. À la fin, nous aurons un petit document, un petit mémo que nous vous partagerons, que nous vous enverrons. Comme ça, vous aurez les grandes lignes de ce qu'il ne faut surtout pas oublier de faire quand on est responsable DFP ou quand on est examinateur pour les diplômes de français professionnel. Voilà. Et qu'on prépare une session d'épreuves interagir à l'oral. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, nous sommes exclusivement sur les épreuves interagir à l'oral. Voilà, alors donc je suis responsable de centre, nouvellement agréée. La convention qui lie nos deux établissements est signée. Voilà, alors tout de suite, moi je compte faire appel à mes enseignants qui ont été identifiés comme examinateurs et je compte tout de suite les convoquer pour qu'ils puissent évaluer des candidats lors de ma prochaine session. C'est possible. Alors, ce n'est pas possible avant d'avoir inscrit ces personnes qui ont été identifiées comme examinateurs ou examinatrices des diplômes à la formation qui va les préparer à remplir leur rôle d'examinatrice ou d'examinateur lors des sessions. Donc, il faut les inscrire au préalable à la formation en ligne, formation gratuite, formation obligatoire, et à l'issue de laquelle ils ou elles pourront valider leur parcours de formation en passant un test de validation finale qui donnera lieu à une attestation. D'accord. Et donc, sans cette attestation, je ne peux pas faire appel à ces futurs examinateurs, aux enseignants qui ont été identifiés. Oui. En tant que responsable du centre, responsable de la session, tu ne peux faire appel qu'à des personnes qui ont été formées à l'examen des candidats aux épreuves interagir à l'oral. D'accord. Donc, une fois que mes enseignants qui sont devenus examinateurs grâce à cette formation, j'ai vu par leur attestation qu'ils ont réussi la formation, moi, j'ai plus rien à faire de plus, c'est bon, ils peuvent tout de suite évaluer. Alors, il y a quand même quelques étapes avant d'en arriver à l'évaluation des candidats, dans la préparation des diplômes. Mais tu penses à quelque chose de particulier? Oui, je me dis qu'ils vont pouvoir prendre leur tablette directement le jour J et évaluer les candidats. Euh, S'ils sont formés, ils sont capables d'évaluer les candidats, mais pour arriver à évaluer les candidats, il faut d'abord organiser la session, organiser une réunion d'harmonisation, par exemple, la veille du jour de l'examen, ou le matin pour l'après-midi, ça dépend de la planification. D'accord, il y a des réunions d'harmonisation. Il y a, avant chaque session, une réunion d'harmonisation organisée par le ou la responsable du centre avec l'ensemble des personnes qui vont intervenir lors de la session interagir à l'oral et essentiellement les examinatrices ou les examinateurs. Et au cours de cette réunion d'harmonisation, on va rappeler les différentes étapes, on va parler du matériel et de sa répartition, et puis surtout, les examinatrices et les examinateurs vont découvrir les sujets des épreuves. Ils vont travailler ensemble, analyser, discuter ensemble des supports pour l'animation et l'évaluation, des supports examinateurs, comme on les appelle rapidement, pour envisager la manière dont ils vont gérer l'interaction avec les candidats de la manière la plus professionnelle et la plus, comment dirais-je, standardisée possible. D'accord.
Donc, avant chaque session, je suis responsable des diplômes de mon centre. J'organise une réunion avec les examinateurs qui vont évaluer le candidat le jour de la session et je leur remets à ce moment-là les jeux d'épreuves et nous voyons ensemble ces fameuses pistes réservées aux examinateurs qui leur permettent d'avoir des arguments et de relancer le candidat s'il faut. C'est bien ça? Oui, c'est au cours de cette réunion qu'on découvre, qu'on met à disposition les sujets. Après, les sujets restent en possession du ou de la responsable et ne seront redonnés aux examinatrices, aux examinateurs que le jour de l'examen, peu avant l'examen. Les sujets ne circulent pas, ne sont pas transportés à la maison, ne restent pas dans le cartable des examinatrices ou des examinateurs. Les sujets sont confidentiels, sous la responsabilité euh, totale et permanente du ou de la responsable de la session. Donc, ça veut dire que, arrête-moi si je dis une bêtise, mais mes examinateurs et examinatrices ne peuvent pas préparer leurs candidats avec des jeux d'épreuves d'anciennes sessions. Ah non, absolument pas. Les jeux d'épreuve sont des secrets. Ils sont utilisés pendant la session avec le candidat, mais avant et après, ils ne sont disponibles pour personne. Ils ne sont utilisés par personne. Ils sont enfermés, s'ils ont été reprographiés la veille, parce qu'on prépare les choses, Bien sûr. ils sont enfermés sous clé, personne ne peut y accéder que le ou la responsable du centre. Et une fois la session terminée, tous ces sujets, tous les brouillons, tous les supports sont définitivement détruits et ils ne peuvent en aucun cas circuler et encore moins être utilisés en préparation de futures sessions pour les candidats. D'accord. Et il n'y a pas qu'est-ce qui fait que ça me garantit la confidentialité entre moi, responsable, et examinateur? Je vois où tu veux en venir, Anne. Chaque examinateur, examinatrice, chaque surveillant, surveillante, chaque personne impliquée dans le centre d'examen, dans la préparation des sessions d'épreuves, doit signer un engagement de confidentialité dans lequel cette personne s'engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant les épreuves, leur contenu, leur organisation, et remet cet engagement de confidentialité signé au ou à la responsable du centre, qui les conserve devers elle pour les produire sur demande du Français des Affaires, le D'accord. cas échéant. Donc un engagement, un contrat entre les examinateurs, les surveillants, enfin toutes les personnes qui sont impliquées dans l'organisation d'une session et là plus particulièrement dans les épreuves interagir à l'oral avec le responsable du centre. D'accord. Exact. Alors, je voulais en venir à... Bon, mes examinateurs sont formés, on a signé l'engagement de confidentialité, on a eu la réunion d'harmonisation, on sait comment ça va se passer. Donc le jour J, voilà, j'évalue directement. Le jour J, le responsable du centre a établi une planification de l'organisation des sessions. Il sait de combien de salles il dispose, au moins une salle de préparation et au moins une salle d'examen avec un examinateur ou une examinatrice. On va Bon, l'appeler un jury. bon, là, ça dépend du nombre de candidats, parce que si, par extraordinaire, j'organise une session avec un seul ou une seule candidate, je n'ai pas besoin d'avoir un surveillant. Non, l'examinatrice peut être la surveillante. Elle donne le sujet, elle surveille la préparation qui a une durée définie sur le sujet et elle peut ensuite faire passer le candidat, bien D'accord. sûr. Quand on a plusieurs candidats à ce moment et ou plusieurs jurys, enfin, quand on a plusieurs candidats et plusieurs jurys, là, il va falloir bien planifier à quelle heure entre combien de candidats en salle de préparation, à quelle heure ils en sortent, dans quelle salle d'examen vont-ils, à quelle heure commencent-ils, à quelle heure finissent-ils, à quelle heure peut-on faire entrer la deuxième D'accord. cohorte de candidats en salle de préparation, etc., etc. Et là, je crois que tu nous as concocté un Ah, bel exemple voilà, de planning que nous ne manquerons pas de vous diffuser. absolument. Alors, et le surveillant, puisqu'on a, on va dire, j'ai une session avec 3 jurys.
le surveillant, à chaque fois que les 3 candidats donc, qui ont terminé leur préparation, c'est le surveillant qui va accompagner les candidats dans la salle où est l'examinateur? Alors, c'est pour ça qu'il faut que ce soit absolument bien organisé, bien planifié, parce qu'il faut répondre à cette question. Est-ce que c'est le surveillant, la surveillante qui accompagne les candidats dans les salles d'examen, mais ce faisant, elle ne peut plus surveiller la salle de préparation. Donc, si la salle de préparation est vide, alors oui, elle peut accompagner les candidats devant chaque porte d'examen. Mais si de nouveaux candidats sont entrés en salle de préparation, à ce moment-là, la surveillante doit absolument rester dans cette salle de préparation, distribuer les sujets, surveiller. Et c'est donc une autre personne, un appariteur, Oui, c'est ça, un appariteur, qui comme au va théâtre. accompagner les candidats dans la salle d'examen. Aussi. Après, si l'environnement, la disposition des lieux fait qu'il y a 3 mètres entre la salle de préparation et la salle d'examen, avec la porte ouverte, ça suffit peut-être. Bah, Ce qu'il faut, c'est s'assurer que les candidats ne se perdent pas, ne perdent pas de temps, n'aient pas l'occasion d'échanger entre eux ou d'échanger avec quiconque pour tricher, et que les plannings soient respectés pour ne pas mettre le désordre dans toute la session qui se déroule. parfait. Ou l'examinateur, à la limite, peut aller chercher ses propres candidats Absolument. On aussi. peut C'est envisager aussi une, cette c'est aussi une solution. possibilité. Tout à fait. Alors, j'en reviens à mon évaluation parce que je crois maintenant qu'on évalue uniquement de façon numérique, hein, sur Sur une la tablette. Donc, le jour J, j'ai aucun problème. Pof, je me connecte à Passeport, je rentre de Greton et ça y est, je peux évaluer. Il faut que le ou la responsable du centre se soit bien assuré avant la session d'avoir fait une demande sur le portail d'ouverture de compte, enfin d'ouverture de rôle Rôle. examinateur centre. Euh, l'examinatrice aura reçu un courriel dans lequel il ou elle pourra définir son mot de passe d'accès et de mise en route de tout le programme sur Passeport. Et à ce moment-là, lors de la session, l'examinatrice va entrer son code, accédera à la enfin, à À la l'environnement de session, passation, d'accord. sélectionnera son candidat, sélectionnera le sujet traité, pourra enregistrer l'interaction et évaluer le ou la candidate. D'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut prévoir cela, hein. On ne peut pas juste au dernier moment dire: «Ah, mon examinatrice n'a pas encore son compte, n'a pas d'accès à Passeport, vite, vite, il faut que j'aille demander la validation de son rôle évaluateur centre sur le portail». Mieux vaut tard que jamais, mais on s'expose à des ennuis de De timing, de planning. planification et d'horaire. Très bien, très bien. Donc, on va faire tout bien. Alors maintenant, je suis examinatrice, Très j'ai bien. suivi la formation. Oui. Et j'ai raté mon test de quelques points. J'ai une deuxième tentative, une seconde tentative qui est programmée, hein. Je vais pouvoir réviser la formation et passer mon test et le réussir, j'en suis sûre cette fois-ci. Mais bon, là, c'est un échec. Je peux quand même évaluer. Et non, pour évaluer des candidats au diplôme de français professionnel, il faut avoir suivi et validé la formation des examinateurs et examinatrices des diplômes de français professionnel. Et donc, avoir l'attestation de réussite. Point final. Donc, ce qui sous-entend que la formation et la réussite de cette formation doit être effectuée bien en amont de la session pour éviter d'avoir des soucis la veille. Pour le lendemain. Voilà, D'autant qu'il y a, selon le cas des délais de carence, entre différentes en cas d'échec. tentatives de test final. Il faut savoir que la formation, on n'est pas obligé de la faire tout d'un bloc. D'ailleurs, ça prend du temps. Il faut compter une dizaine, selon le cas, entre 8 et 12 heures de formation derrière son ordinateur, en autonomie, au moment où on le veut, dans l'endroit Ma où on le connexion, ça veut, peu passe. importe. Mais ça prend du temps. Et Si donc, on veut bien intégrer toutes les il données. faut s'y mettre bien en amont. Il faut que le responsable du centre demande l'inscription de la personne à la formation bien en amont de la session prévue. D'accord, très Une bien. fois qu'on a son attestation de formation,
on peut intervenir X fois dans l'année en tant que jury, on n'a pas à y revenir. Il suffira de réviser le guide de l'évaluateur, enfin, le guide pour l'évaluation, et le cas échéant, redemander un accès à Ah, parce que l'information. si j'ai envie de m'entraîner encore un peu, de revoir, ça fait longtemps que j'ai pas évalué, j'ai eu mon attestation, je peux demander Absolument. qu'on ouvre à nouveau mon compte pour que je puisse Exact. réviser les modules. Mais je n'ai pas à repasser le Là, test. Une fois que j'ai eu l'attestation, c'est c'est dans bon la la vie. poche. Alors dis-moi, qu'est-ce que je fais en tant qu'examinatrice si dans la liste des candidats, j'ai un étudiant que j'ai préparé pendant l'année? Oui, parce que beaucoup d'examinatrices sont également enseignantes de français professionnel. Euh, il est interdit pour l'examinatrice d'évaluer un ou une candidate qui a été son élève en préparation du diplôme, parce que ça biaise l'évaluation, soit au profit, soit au détriment du ou de la candidate, mais voilà, ça introduit un biais qui n'est pas du tout souhaitable, et donc un examinateur, une examinatrice ne peut pas évaluer un candidat qu'il ou elle a formé. Donc, dans ce cas-là, ce candidat doit être orienté vers l'autre Examinateur, examinateur, examinatrice. examinatrice qui ne l'a pas eu comme étudiant. Donc, c'est bien sûr, une nouvelle fois, c'est des choses qu'il vaut mieux voir en amont, Anticipé, évidemment. anticiper, effectivement. Parfait, François. Bon, et dis-moi, je suis examinatrice, je sais qu'il y a des jeux de rôle à effectuer, mais bon, moi, je suis pas très douée pour l'improvisation, hein, je vais avoir un peu de mal. Alors, normalement, il n'y a pas besoin d'improviser parce que le canevas est bien défini, les répliques essentielles sont scriptées. Et pour ce qui est de l'improvisation, c'est-à-dire inventer des phrases, des formulations pour donner les informations clés sont bien indiquées à l'examinatrice, à l'examinateur. Sur le support pour l'animation et l'évaluation, il y a toutes les informations indispensables pour jouer son rôle. Et puis quand on dit jouer son rôle, l'objectif, c'est pas de décrocher Un une palme César. d'or ou un César. L'objectif, c'est de donner l'occasion au candidat, à la candidate, de donner le meilleur de lui-même, le meilleur d'elle-même en situation professionnelle, de communication professionnelle. Et en tant qu'examinatrice, je suis une cliente, je suis une touriste, je suis une patiente, c'est-à-dire je joue un rôle qui est proche de mon expérience de vie personnelle. D'accord. Même si tout ça est fictif, bien sûr, mais on a tous été clients dans un magasin, on a tous été patients chez un docteur, on a tous été euh, touristes dans un musée ou au restaurant. Le rôle professionnel, c'est celui du candidat ou de la candidate. D'accord. Euh, Encore une fois, les interventions sont On scriptées, a toutes les clés avec ces toutes les clés documents pour pour pouvoir intervenir. dire ce qu'on a à dire. Et Mhm. de toute façon, on va en dire le moins possible parce que l'objectif, c'est quand même de faire parler le candidat à la candidate, lui faire produire le maximum de choses dans cette situation de communication professionnelle où le candidat à la candidate est maître, maîtresse de l'interaction. En principe, dès les niveaux A2 et supérieurs, c'est le candidat à la candidate qui mène l'échange en quelque sorte. D'accord. Mais alors, mais par exemple, je vois que j'ai une candidate en face de moi qui visiblement n'a plus rien à dire. Est-ce que je dois écourter son temps de parole, même si le temps n'est pas passé? Je vois qu'elle n'a plus rien à dire, donc j'arrête l'épreuve. Alors, c'est pour ça que sur le support pour l'animation et l'examen, l'examinatrice dispose d'un certain nombre de questions de relance qui vont permettre de relancer le candidat, la candidate, lui permettre de produire encore un peu plus pour obtenir le maximum de cet échantillon représentatif de sa compétence à communiquer, qui est tout à fait l'objet de cette épreuve. D'accord. Donc, ce que j'entends là, c'est que vraiment l'examinatrice ou l'examinateur doit avoir non seulement une attitude bienveillante Dans tous les cas, pour mettre à l'aise le ou la candidate et l'aider à donner le meilleur d'elle-même, et effectivement à l'aider à la relancer quand elle sent que la candidate est sèche un arrivée. peu. Voilà. D'accord. Alors, voilà. Et oui, les 5 minutes, les 10 minutes, parfois un petit peu moins dans certains diplômes, c'est vraiment le temps, c'est le temps défini
pour obtenir un échantillon représentatif Oui, de ce que la du personne est livre. capable de faire. D'accord, d'accord, très bien. Alors une fois le temps vraiment là passé, Écoutez, écoulé, j'ai terminé les 2 épreuves, avec ma candidate, est-ce que je peux lui donner son résultat? alors, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir lui donner de résultat parce que le résultat n'est pas encore connu. L'évaluation que tu as faite est une première évaluation. L'enregistrement de l'interaction sera évalué à nouveau par un deuxième évaluateur ou une deuxième évaluatrice, chambre de commerce, à distance. Et cette deuxième évaluation entrera en ligne de considération pour établir le résultat final. Donc, tu ne connais pas le résultat final. Après, tu peux penser que la candidate a bien réussi ou au contraire n'a pas bien réussi et tu es peut-être tenté de lui en parler. Moi, je te dis non. N'en parle pas, ne fais aucun commentaire Poker sur la face. prestation de la candidate. Remercie-la pour sa participation, informe-la sans doute, parce qu'elle va te le On va me demander. demander, voilà, quand est-ce que je vais avoir mes résultats? Voilà, donc dis-lui ce que la responsable de centre t'aura dit de lui dire, à savoir qu'elle aura ses résultats sous quinzaine, grosso modo. Ce sera probablement plus rapide que ça, mais disons sous 2, 3 semaines. Enfin bref, un discours qui est le même pour toutes les Oui, candidates. Et, euh, et la laisser sortir de la salle après avoir bien sûr récupéré ses brouillons, ses sujets, tous les documents qu'elle aurait pu avoir au cours de la session. Et à ce moment-là, dans le calme de ta salle, tu vas l'évaluer sur Passport. d'accord. Je ne peux pas garder pour moi les jeux d'épreuves. Euh, Aussi longtemps que la session a lieu, tu as tes jeux d'épreuves sous la main pour t'y référer pendant les interactions. Quand tous les candidats ont terminé, quand tu as terminé ta journée d'évaluation, tu rassembles tous ces documents, et tu les remets tous à D'accord, ton responsable, ta responsable. OK, très bien. Bon, je crois qu'on a fait un tour, un petit peu de cette épreuve. Sachez que tout est dit également dans les divers guides que nous mettons à votre disposition. Donc, le responsable du centre a son propre guide et les examinateurs ont également leur guide. Donc, n'hésitez pas à revenir vers le responsable pour l'obtenir, ainsi que pour utiliser l'application Passeport. Sachez aussi qu'en tant qu'examinateur ou examinatrice, vous pouvez, comme nous l'avons indiqué, demander un nouvel accès à votre formation pour réviser les modules si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, peut-être que vous, de votre côté, vous avez d'abord des questions et peut-être des trucs et astuces que vous voudriez nous partager. Alors, est-ce que pour les questions, On va regarder la conversation. je crois que Alexandra, Hmm. voilà, avait mis un document. Sinon, on regarde sur les commentaires, hein. Oui. Alors, hop, j'ai retrouvé ma souris. Alors, Donc, vas-y, fais voir. si vous avez envie de prendre la parole ou s'il n'existe. Alors oui, l'attestation d'examinateur, une question de Fiona. Est-ce qu'une fois l'attestation obtenue, elle est valable à vie? Oui, effectivement. Nous, une fois que vous avez obtenu votre attestation de résultat, nous ne vous demandons pas de repasser le test. Sauf si nous constatons des anomalies, des écarts importants. À ce moment-là, le responsable pédagogique en charge de votre centre pourra revenir vers le responsable de votre centre pour vous permettre de revoir certains modules au qui ne conviendraient pas, dans les évaluations. François, d'autres, Non, non, rien à dire sur ce sujet. Et ici, je pourrais ajouter que la formation à l'examen des épreuves interagir l'oral des diplômes de français professionnel est valable pour tous les diplômes de français professionnel. C'est-à-dire que je suis examinatrice des diplômes de français professionnel dans mon centre et on organise surtout du diplôme affaires et tourisme, par exemple. Et
L'année prochaine, le centre ouvre des sessions de diplôme santé, par exemple, en tant qu'examinatrice des diplômes de français professionnel, ayant de l'expérience affaires et tourisme. Je peux aussi intervenir comme examinatrice des diplômes santé. La D'accord. formation que j'ai suivie couvre l'ensemble des besoins liés aux différents domaines. Et grâce au support Bien sûr. examinateur, on pourra assurer. Oui, il n'y a pas besoin d'être diplômé de médecine pour être examinatrice des diplômes de français de la santé. Très bien. Merci François. Alors, je vois qu'il y a une question de Florence Michelet qui est très importante, effectivement. Comme pour le TEF, il n'y a qu'un seul examinateur pour faire passer l'épreuve interagir à l'oral. Oui, c'est la règle. C'est la règle. Ça permet de multiplier les jurys au sein d'un centre en cas de forte affluence. Ça permet de pouvoir compter sur plusieurs personnes. C'est une facilité d'organisation qui est permise par le fait qu'il y a une seconde On évaluation enregistre. sur la base de l'enregistrement de l'interaction. Parfait. Merci François. Alors, c'était une révision, hein. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez tout cela, mais il est toujours bon, des fois, de se remémorer un petit peu les règles de conduite, si je puis dire, de telles épreuves. Donc, comme nous vous l'avons indiqué, vous allez recevoir avec le mail de rediffusion de cette présentation un petit document, un petit mémo qui vous rappellera toutes les règles, toutes les obligations, vais-je dire, Oui, oui, les c'est incontournables, une liste de contrôle de ce qu'il ne faut voilà, pas oublier pour que la session se passe dans dans les les meilleures meilleures conditions conditions, pour tout le monde. pour tout le Tout monde, à fait. bien sûr. Et vous aurez Est-ce que un je peux, exemple. Oui, je bien m'excuse, sûr, bien est-ce que je peux sûr, poser une petite question? Alors, bien sur sûr. les DFP, actuellement, il n'y a plus le code QR. À partir du 1er juillet, nous Les avons eu attestations. des universités qui ont sollicité ce code QR. Est-ce que ça va être réimprimé avec le code QR les prochains DFP Ah, ou non? alors, c'est plutôt une question à laquelle notre collègue Michael Multo saura répondre. Euh, à ma connaissance, les attestations, on parle des attestations de résultats, enfin des diplômes, DFP, des, diplôme de des- des- français professionnel. des Oui, oui. diplômes de français professionnel, des attestations de résultats, je ne sais pas comment appeler ça, les Les diplômes en fait, diplômes, les les diplômes. diplômes. Chaque diplôme comporte un numéro de code qui comporte deux chiffres, enfin deux nombres. Mhm, Et ces deux nombres sont utilisés pour vérifier la validité du diplôme sur un outil accessible à toutes les personnes, tous les services, toutes les institutions qui en ont besoin, qui ont besoin de vérifier la validité d'un diplôme. Et cet outil gratuit en ligne est utilisable grâce aux numéros de code qui sont inscrits sur le diplôme. Ce numéro de code remplace en quelque sorte l'ancien QR code qui mhm, n'est pas exempt de failles de sécurité. On mhm, s'aperçoit, et c'est une des raisons pour lesquelles on a abandonné le QR code, que euh, un QR code est plus facile à Falsifiés. trafiquer, falsifier, détourner que des numéros de code qui renvoient directement à une base de données protégée dans nos serveurs mhm. euh, et une communication directe entre le vérificateur, la vérificatrice et notre base de données qui a toutes les informations sur toutes les personnes qui ont reçu le diplôme, leurs notes, leurs mentions éventuelles, etc. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une adresse Internet où le vérificateur doit passer via le centre d'examen pour... Alors, il y a une adresse Internet qui renvoie à l'outil d'interrogation de notre base de données, mais ce site est accessible avec un code, avec un compte, si vous voulez, un code secret qui est attribué à une adresse professionnelle, genre François Renaud @chambredecommerce.fr ou Monsieur X ministère des Affaires étrangères de tel pays, etc. Donc, il faudra que la personne qui souhaite faire une vérification nous contacte pour obtenir son accès à cet outil.
Hmm, d'accord. Donc, Donc, c'est n'hésitez pas, André, les universités qui doivent demander un cet accès accès, au fait. spécifique. Oui. Voilà. D'accord, d'accord. N'hésitez pas à revenir vers Michael si vous avez des Tout questions à fait. supplémentaires Est-ce à ce qu'on sujet. peut intégrer cette information aussi dans le guide du candidat? Alors, comme ça, c'est plus clair et tout le monde peut avoir accès à cette Att- information. oui, j'en prends bonne note pour la mise à jour du guide du candidat. D'accord, parce que souvent, Merci, ils André. nous ont sollicité en disant, bon, il y avait le code QR, c'était plus simple à contrôler. Maintenant, on ne sait plus si effectivement le code candidat, le code du diplôme composé par le code candidat et le numéro du DFP donnent une validité. Mais il faut avoir, donc, on doit Accès à dire, cet outil. il peut s'adresser, donc, qui doit vérifier? Il peut s'adresser directement à la CCI ou doit quand même passer par le centre d'examen? Euh, je, je pense qu'il peut s'adresser directement à la CCI. Comme toujours, l'intermission, comment est-ce qu'on appelle ça, l'entremise, pardon, Mhm. d'un centre d'examen facilite les choses, la communication, parce que les centres d'examen connaissent sans doute Les mieux les contacts. institutions locales qui ont besoin de vérifier la validité des diplômes que nous-mêmes, vu d'ici, vu de Paris. Et encore une fois, comme toujours, l'entremise du centre d'examen entre les autorités locales et la chambre de commerce peut faciliter la communication. D'accord. Donc, je peux déjà préparer une liste de personnes éventuellement à habiliter pour vérifier ces DFP. Je pense que oui, et c'est vers Mickaël qu'il faudra se tourner pour avoir toutes les informations les plus précises. Merci. Merci, André. On va revenir à notre sujet, plus précisément de l'épreuve interagir à l'oral et de la formation. Donc, j'ai vu que j'ai une question passée de Madagascar, d'Assina, qui nous demande quand est-ce qu'est prévue la prochaine formation des examinateurs pour le diplôme de français professionnel, ou TEF. Oui, cette question revient de temps en temps. Ah, en vérité, lorsque une personne a besoin de se former pour être examinateur, examinatrice des DFP, il suffit à ce moment-là que le responsable, la responsable du centre, Voilà. envoie un courriel via le portail ou pas un courriel normal à la personne chargée, responsable pédagogique en charge de ce centre, de ce pays et qui est connu du responsable ou de la responsable, envoyer un courriel en disant je souhaite que monsieur X, je souhaite que madame Y soit inscrite à la formation des examinateurs, des examinatrices DFP et je souhaite qu'elle commence sa formation dès aujourd'hui ou la semaine prochaine ou à partir du 15 novembre, peu importe. Dès que nous recevons cette demande, dans la mesure où il s'agit d'une personne qui a été identifiée Voilà, comme c'est ça, ça dépend. Il y a effectivement les deux cas de personnes. figure. Voilà. La personne a déjà été identifiée comme potentielle examinatrice du DFP. On avait vu son CV au moment de l'agrément. Donc, cette personne sera immédiatement inscrite. Il s'agit d'une nouvelle personne nouvellement arrivée dans le centre, par exemple, nouvelle enseignante. À ce moment-là, la responsable du centre va nous envoyer le CV de cette personne, CV qui indique que cette personne a Répond aux suivi, critères. voilà, a été formée au FLE et, si possible, au français professionnel, a une expérience d'enseignement du FLE et, si possible, de français professionnel, a une connaissance des niveaux du cadre européen commun de référence, etc., etc. Pas etc., c'est à peu près ça. Euh, cette personne, le profil de ce qu'on Correspond voit dans le CV correspond à ce à ce qu'on profil, attend. alors on va immédiatement inscrire cette personne à la formation et c'est l'affaire de 24 heures au maximum. Euh, Entre la demande du responsable, de la Hors week-end. responsable, hors week-end, et le moment où la personne inscrite reçoit sur sa boîte mail un courriel lui indiquant Confirmant son comment inscription confirmer son inscription, lui avec un indiquant mot de comment passe. se connecter, changer son mot de passe pour qu'elle ait un mot de passe Et le personnel. troisième cas, c'est aussi les personnes, comme on le disait tout à l'heure, qui ont déjà suivi la formation, qui ont déjà eu leur attestation, mais qui souhaitent simplement réviser, s'entraîner à nouveau. Là, il suffit de faire la demande soit auprès du responsable, soit directement à l'adresse évaluateur, CCI, etc. De toute façon, vous aurez cette adresse-là.
dans le document que nous allons vous envoyer, vous aurez 3 adresses très importantes pour pouvoir résoudre tous vos soucis. L'adresse évaluateur, qui est tout ce qui est questions pédagogiques, tout ce qui est donc formation des examinateurs et questions pédagogiques sur la session. Vous aurez l'adresse générique TEF, AD, CCI, alors c'est TEF, mais c'est aussi diplôme de français professionnel, tout ce qui est par rapport à la logistique de votre session ou bien des soucis, des questions numériques. Et enfin, l'adresse français @CCI, vous aurez tout le détail, hein, qui là, ce sont des questions plus de développement ou de communication ou de promotion que vous souhaitez pour votre centre. Voilà. De toute façon, vous allez avoir ces 3 adresses dans le document que nous allons vous communiquer. Et puis, vous avez toujours mon adresse, puisque je vous ai envoyé le lien pour ce webinaire, et je ne manquerai pas de faire suivre à mes petits camarades si c'était nécessaire. Pas de souci. À la fin des fins, le courriel arrive toujours à destination. Tout à fait, tout à fait. Donc, il n'y a pas de moment dans l'année où on fait les formations. Les formations se font en ligne, en autonomie, à tout moment. Voilà. Et on met autant de temps qu'on veut pour faire cette formation dans la limite des 2 mois qui sont d'office attribués Voilà, à chaque inscription. Comme c'est une formation gratuite, nous avons aussi un nombre de places limité, donc ça tourne parmi tous les examinatrices du monde entier. Voilà. Alors, on a une question importante, intéressante de Nathalie, qui nous demande si le responsable des examens peut inviter un enseignant qui ne dispose pas de l'attestation. Est-ce qu'il peut assister à des épreuves orales des diplômes de français professionnel? Là, comme aujourd'hui nous sommes sur les diplômes, je vais parler des diplômes de français professionnel. Donc, est-ce qu'il peut assister, juste en tant qu'observateur, en fait, à une épreuve sans évaluer? Alors, je dirais à 2 conditions. La première, c'est que le candidat, la candidate soit prévenu et accepte comment dirais-je, expressément la présence d'un observateur, d'une observatrice dans la salle d'examen, parce qu'il ne faut pas que le candidat soit perturbé par cet élément imprévu, entre guillemets. Mais ça, c'est sans doute relativement facile à obtenir. Et deuxième chose, à partir du moment où cette personne assiste aux épreuves, cette personne doit signer un engagement de confidentialité et le remettre même titre, à la responsable. Voilà, tout à fait. Mais bon, donc c'est possible, il peut y avoir un observateur ou une observatrice des épreuves orales, des diplômes de français professionnel et du TEF aussi également. Voilà. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas à partager. Des questions ou des partages tout à d'expériences, fait. des bonnes pratiques que vous avez mises en place dans votre centre, dans l'organisation des épreuves Interagir à l'oral, et que vous pouvez partager à l'ensemble de nos collègues. Alors, personnellement, quelquefois, bon, je change un peu les questions posées aux candidats parce que le sujet peut être le même, mais ça, c'est enrichissant même pour l'animation de l'interaction orale. Donc, c'est très utile de partager ça avec tous les collègues parce que comme ça, Oui, merci beaucoup André. Effectivement, l'examinateur dispose d'une petite marge de manœuvre dans la formulation des questions, la formulation des arguments, etc. Ce qui compte, c'est que la réponse à la question, euh, la réponse attendue de la part du candidat ou de la candidate, soit fondée sur les documents dont il ou elle dispose. C'est-à-dire que à aucun moment, l'épreuve ne doit être un test de connaissance, une interrogation sur la vie privée ou des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la situation. L'objectif, c'est, dans le cadre de la situation telle qu'elle a été fixée par les documents, éprouver la capacité du candidat, de la candidate à s'exprimer correctement
efficacement pour réaliser la tâche de communication, présenter un produit, convaincre de faire telle ou telle chose, expliquer un traitement médical, etc., qui correspond à la situation proposée. Et donc, oui, André, vous êtes aguerri, vous Oui. avez de l'habitude, donc vous mesurez bien votre marge de manœuvre dans la manière dont vous posez la question pour être adapté au niveau de l'épreuve, etc. Quand on est, c'est quelque chose qu'on peut développer. On peut développer son autonomie avec l'expérience, la connaissance des sujets, etc. Quand on est un examinateur, une examinatrice novice, on va sans doute rester assez cantonné au support pour l'examen et l'animation. Mais effectivement, il ne faut pas hésiter à avoir ses propres questions. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense par exemple dans les épreuves affaires C1 où on pose une question au candidat qui doit répondre à cette question pendant 5 minutes sans interruption. C'est généralement assez difficile pour le candidat. Et la tentation est forte pour l'examinatrice, lorsque le candidat a répondu pendant 1 minute et demie, 2 minutes à la première question, de lui poser une deuxième question. Il va répondre encore 1 minute et demie, et du coup, il reste encore 1 minute et demie à utiliser. On va lui poser une troisième question. Et on grille comme ça beaucoup de questions. Alors que je pose la première question, le candidat fait une réponse, je peux très bien élaborer sur sa réponse une question d'approfondissement ou une question d'ouverture qui exploite vraiment ce que m'a donné le candidat, la candidate, dans une interaction relativement naturelle et qui concentre, enfin qui permet au candidat de continuer à développer sa pensée sur la thématique qui nous intéressait au début, quoi. Exact. Est-ce qu'on pourrait créer un espace sur, je sais pas, sur un forum ou partager un peu les bonnes pratiques de chaque examinateur ou de chaque centre? Je trouve que c'est une Oui, excellente idée. c'est une bonne idée. On va voir comment on pourrait mettre ça en place, mais effectivement, ce serait une bonne idée de créer cette communauté des examinateurs de par le monde, effectivement. Écoutez, Parce que André, au final, ça doit être, oui, l'examen doit être le même partout dans le monde. Donc, Absolument. c'est utile aussi de toucher des arguments un peu. Une idée, voilà, c'est une idée. après, il y a toujours cette histoire de confidentialité. Voilà. Oui, mais bon, c'est un accès quand même réservé aux examinateurs Mhm. et donc, oui, pas tout le monde peut accéder au fait. Merci André pour cette excellente, Suggestion, oui, tout oui. à fait. On va l'étudier avec intérêt. Alors, pardon, je rebondis sur tout à l'heure, on était sur l'observation pendant une évaluation alors que la personne n'est pas Examinatrice. examinatrice. Effectivement, si elle observe, c'est tout ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas intervenir. Voilà, Nathalie, je répondais à votre question, à votre demande de précision. Elle peut juste observer, écouter, mais elle ne peut pas intervenir. Euh, Oui, j'ai Liliana, effectivement, de Cagliari, qui aujourd'hui, l'évaluation se fait uniquement sur l'application Passeport. Cependant, bien évidemment, vous pouvez avoir votre grille papier avec vous pour évaluer d'abord manuellement sur votre papier et après reporter votre évaluation sur Passeport. Là, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin d'un petit aide-mémoire, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, d'ailleurs, on recommande fortement aux examinatrices, examinateurs, d'avoir sous les yeux un exemplaire de la grille d'évaluation complète afin de pouvoir s'y référer le cas échéant lorsqu'ils évaluent le candidat. Mais l'évaluation enregistrée sera uniquement celle qui est dans Passeport. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres trucs et astuces? Voilà, on voulait, hein, pour ce premier rendez-vous de l'année, hein, pour cette rentrée, on voulait réviser un petit peu avec vous, comme je vous le disais tout à l'heure, ces règles de conduite.
Si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres suggestions ou remarques, eh bien, écoutez, nous allons nous quitter. En tout cas, on vous remercie une nouvelle fois de votre présence et de votre fidélité. Et nous ne manquerons pas de vous solliciter pour notre prochain rendez-vous du Français des Affaires, dont le sujet n'est pas encore tout à fait fixé, mais je pense que dans les mois à venir, nous parlerons encore de formation, de formation en français professionnel, par exemple. En tout cas, vous serez au courant, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais on vous souhaite une bonne journée, un bon début de journée, une bonne fin de journée. Nous, on va aller déjeuner. Je pense que c'est une bonne heure. Et en tout cas, on a été ravis de passer ce moment avec vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.